Bonjour, bienvenue à vous dans Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisqu'on vous fait un retour de l'International Spiel Essen où notre superbe équipe au complet, on était 9, a eu la chance d'aller découvrir les nouveautés, d'aller rencontrer les acteurs de l'industrie du jeu. Qui ai-je autour de la table? On est présent de vue, mais on a quelques fun facts à leur sujet. Il a fait le meilleur vlog en suivant les aventures de Nicolas et lui, c'est Jérôme Le Gripagès. Bonjour. Peut-être qu'un jour on le diffusera, ce magnifique documentaire sur un joueur égaré au milieu des 50 autres 1000 personnes. On l'attend. Il a dévalisé le stand de Wonk, j'espère que je prononce bien Arthur. Wonk, oui. Avec ses coéquipières Sacha et Lucie. On m'a dit dans l'oreillette qu'il vous êtes retourné 4 fois. Un peu, ouais, 5. C'est quoi des Honk? C'est Benoît et Hélène. Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Bonjour. Et puis, mon fun fact ne fonctionne plus parce que tu as mis un pull, mais tu as trouvé des livres de jeux aussi satanistes que ton t-shirt. Oui. C'est Arthur Gatté. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Florine, mais tu ne vas pas échapper également à ta présentation parce que alors, ces sandwichs sont, ça c'est un compliment, merci. Ces sandwichs sont des vraies natures mortes dignes d'un tableau du Caravage. Et également, c'est la championne du monde de toute catégorie pour faire tourner des roues de la fortune, parce qu'elle attrape non pas la roue, mais le support. Florine Le Marchand. Merci. Merci pour ce moment qui restera dans la postérité. Donc, on a beaucoup de choses à dire. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a découvert, sur les personnes qu'on a rencontrées, sur les tendances qu'on a remarquées. Et on commence, parce que ça ne serait pas un vrai live sans ça, avec une chronique, Jérôme, sur l'intérêt de partir en salon de jeu. Alors d'abord, je tiens, je ne sais pas si ça se voit, mais dans le décor, il y a des photos de Jean Kelevich. Alors je ne sais pas si c'est un message passif-agressif ou si c'est du premier degré, mais j'apprécie. Merci, on a mis plein d'easter eggs et on espère que les gens vont les trouver au fur et à mesure. Très bien. Alors, donc je vais commencer par une citation. « Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle excitation à remarquer des choses inconnues. » Ainsi s'exprimait Montaigne à propos du concept de voyage, et aujourd'hui je vous plonge dans un sujet brûlant autour de la légitimité du voyage. Plus précisément, pourquoi se déplacer à Essen, ou sur un salon de jeu en général, qui plus est, pourquoi le faire à plusieurs? Que ce soit l'International Spiel Essen, le Festival international du jeu à Cannes, le Festival des jeux de société à Vichy, de Vichy d'ailleurs on pourrait dire, la Paris Games Week, qui va bientôt ouvrir, localement l'excellent festival des imaginaires ludiques d'Alençon, le fil d'Alençon, sur le fil d'Alençon. Il y a de nombreuses raisons qui légitiment notre présence sur ces salons et qui devraient, je l'espère, pousser nos spectateurs et spectatrices à s'y précipiter. Alors pourquoi s'embêter à arpenter des kilomètres de stands, à découvrir des centaines de jeux, à discuter avec des passionnés de tout horizon, le tout dans un fond sonore de halle de gare bondé avec une température tropicale? Eh bien, la première raison est évidente. Nous faisons des jeux et nous voulons éventuellement les éditer et les commercialiser un jour. Spiel et ses homologues, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des éditeurs, des distributeurs, des influenceurs et bien sûr d'autres joueuses et joueurs. C'est là que nous pouvons enrichir nos prototypes, tester nos concepts et voir ce qui fonctionne et ce qui attire. Un jeu, c'est plus qu'une idée sur le papier. C'est une expérience vécue et elle est vécue par des joueurs. Et pour ça, il faut les rencontrer, les observer, tester avec eux et échanger aussi avec les créateurs et éditeurs. Mais il n'y a pas que ça. Chez nous, on ne se contente pas de créer nos propres jeux, on utilise aussi et surtout les jeux des autres. Et ceci dans un cadre pédagogique, donc soit tel quel, soit en détournement. On transforme parfois ainsi un jeu existant pour l'adapter à nos objectifs pédagogiques. Et pour cela, quoi de mieux que d'être sur le terrain, en train de découvrir les tendances, les mécaniques innovantes. Et ici, dans ces jeux coopératifs, compétitifs ou hybrides, on vient chercher de l'inspiration, des idées nouvelles que l'on pourra ensuite appliquer dans nos formations, dans nos game jams. C'est comme ça qu'on enrichit notre boîte à outils ludo-pédagogiques. D'ailleurs, quand je dis « nous », je parle de notre équipe. Et ce n'est pas juste le game designer qui crée des jeux et qui est intéressé. C'est tout le monde qui a sa place sur un salon de jeu. L'ingénieur pédagogique,
Il va pour comprendre comment on peut intégrer des mécaniques ludiques dans des programmes de formation ou une séquence d'enseignement, mais également il va comprendre un peu mieux l'ingénierie de projet qui est spécifique au jeu. Le graphiste, l'illustratrice viennent chercher de nouvelles techniques visuelles, des styles graphiques novateurs qui vont marquer l'industrie. Les animatrices et animateurs de table de jeu, ils vont également pour perfectionner leur approche d'animation de table, apprendre des autres animateurs et se confronter à ce monde entier qui s'ouvre à eux. Le responsable du pôle valorisation et développement est là aussi pour repérer les opportunités de collaboration, d'innovation et même de financement. Enfin, l'enseignant, de son côté, il ira voir en quoi les thèmes et leurs traitements sont orthogonaux avec sa vision académique des sujets. Ces salons sont des moments où l'on touche du doigt les innovations de demain, où l'on découvre des jeux qui ne sont même pas encore sortis pour certains, où l'on échange de pratiques avec les acteurs majeurs du secteur. En fait, ces événements permettent d'ancrer notre démarche dans une réalité concrète. Comprendre les tendances, saisir l'air du temps et les appliquer à nos futurs projets, que ce soit en création, en détournement ou en formation. Je souris parce que c'est ici que j'aurais pu éventuellement glisser Jean Kelevitch. Mais je pense que cette démarche rejoint davantage la pensée sur l'imagination de Gaston Bachelard, qui disait « L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais qui, en même temps, prépare un avenir à partir de ce qui est donné. » Il y en a certains qui regrettent d'avoir mangé des lasagnes, je pense, ce midi. L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais à partir de quoi si en plus je déforme Gaston Bachelard. L'imagination est une puissance qui déforme ce qui est donné, mais qui, en même temps, prépare un avenir à partir de ce qui est donné. En d'autres termes, on a besoin de voir pour imaginer et pour créer. Si on reste dans notre bureau, on va à un moment s'assécher. Essen, c'est aussi une communauté. Et ces salons, c'est aussi vivre ce temps communautaire. Ce sont des lieux de rencontre, de partage. Et on rencontre donc des créateurs physiquement. Des fois, ce sont nos idoles dont on va aller toucher les jeux et partager, serrer la main. Et ces artistes, on trouve aussi des enseignants où on découvre que certains créateurs sont aussi des enseignants qui essayent de faire passer des concepts. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'en ressort jamais les mains vides. On ramène, peut-être parfois en plus des quelques jeux qu'on aura achetés, on ramène des contacts, des idées, des inspirations et surtout une énergie créative qui va irriguer nos projets pendant des mois. Alors en conclusion, pour répondre à la question, pourquoi aller à Spiel et pourquoi aller à d'autres salons de jeux? Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit, tout simplement, pour faire le plein d'idées, pour découvrir de nouvelles façons de jouer, de développer notre savoir-faire. C'est une expérience immersive qui transforme non seulement nos projets, mais aussi notre façon de voir le jeu en éducation en général. Ce que nous cherchons à faire dans ces salons, c'est transformer les rêves ludiques en projets concrets, enrichis par tout ce que nous avons vu, entendu et expérimenté ensemble. Et je laisse le mot final à Saint-Exupéry. C'est pas un auteur que j'adore, donc c'est vraiment qu'il fallait... Prends ça. Désolé Antoine, mais j'aime bien cette citation et je trouve qu'elle illustre assez bien ce qu'on a été faire là-bas. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Merci. Merci Jérôme. On espère qu'on fera de ces rêves ludiques beaucoup de beaux projets réels. Et effectivement, c'était un salon très très riche pour chacun. On a tous été très enthousiasmés. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je vais vous demander surtout ce que vous avez retenu en priorité, que ce soit en termes de tendances, de jeux que vous avez découverts, voire achetés, ou de personnes que vous avez rencontrées. Peut-être Arthur. Ok. Tu voulais Jérôme dire quelque chose? Vas-y. Alors, j'aurais pu rajouter, mais en fait, méthodologiquement, on y a été à 9 et on s'est répartis en équipe. Parce qu'en fait, la dernière fois, on avait fait un peu l'erreur de rester un peu groupés. C'était sympa. Et en fait, mais malheureusement, on couvre moins de jeux. Et donc, sur un salon comme ça, il y a 1600 jeux, je crois, qui sont sortis. Et le fait de se séparer nous a permis d'en voir peut-être 150, quelque chose comme ça. On peut rappeler qu'il y avait 6 halls d'exposition et qu'on avait tous préparé une liste des jeux qui nous intéressaient en priorité. Et qu'on avait fait des équipes donc réparties selon à la fois les affinités, les intérêts, les recherches de chacun. Voilà, ou parfois ça finissait par défaut, on se retrouvait avec la seule personne dont personne ne voulait. Non, je plaisante. Donc toi, Arthur, tu étais avec Mathieu, qu'on rappelle, qui est donc chargé de la valorisation. Exactement. J'étais avec Mathieu, effectivement. Et donc j'en ai discuté un peu avec lui. Nous,
s'était dit on va regarder les jeux qui nous intéressent en tout cas principalement. On est tombé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que on est tombé. Enfin, ce qui nous intéressait, c'est pas forcément les jeux qu'on s'attendait à voir, en tout cas qu'on voulait voir, qu'on avait déjà préparé en fait. Donc, notamment, on est tombé sur Luthier, qui a été vraiment une grosse surprise pour nous deux de voir. C'est un jeu de gestion de famille, grande famille de luthiers dans l'époque. 1800, je ne saurais pas trop dire parce que c'est un peu mélangé, mais et en fait il y avait une tour AD qui était, je trouve, fabuleuse sous la forme d'un piano, donc on lançait les dés dedans et ça faisait un petit bruit, donc je trouvais ça plutôt cool. Non, peut-être. Comment ? Peut-être un orgue. Peut-être un orgue, oui, voilà. Et sinon on a pu tester Chandigarh, qui était vraiment très très bien. Donc ça, pareil, c'était un jeu de gestion pour la création de la ville de Chandigarh avec donc c'est Le Corbusier, je crois, c'est ça, qui devait s'occuper de la création de cette ville. Alors, petit bémol, c'est qu'effectivement, Le Corbusier n'est pas présent. On ressent pas en fait du tout la présence du Corbusier parce que les petits pions d'immeubles qu'on va placer, ils n'ont pas véritablement de style prédéfini, ils sont vraiment minuscules. C'est très simpliste tout ça. Et donc, ça, c'était un gros coup de cœur de Mathieu, m'a dit. Mais sinon, moi, j'ai pu en profiter pour aller regarder les livrets, donc les livres dont vous êtes le héros, les livrets de jeux de rôle, tout ça. Donc, j'ai pu acheter donc une trilogie de jeux dont vous êtes le héros sur l'univers de Lovecraft. Et un que j'avais trouvé qui est vraiment super, je pensais pas que ça pouvait être fait, mais donc un sur les histoires d'Edgar Allan Poe. Donc généralement c'est assez intéressant parce que généralement c'est plutôt Lovecraft qui est plutôt pris et pas du tout Edgar Allan Poe qui est antérieur à Lovecraft. Et donc j'ai pas encore testé, donc peut-être j'en parlerai beaucoup plus tard, je sais pas. Oui, parce que rappelons que ça nourrit en plus directement tes recherches. Donc oui, non, c'est ça. Ouais. Donc, ma thèse, totalement, où moi je m'intéresse vraiment au gothique dans le jeu vidéo, donc ouais, c'est en plein dedans. Merci Arthur. Et puis vous êtes aussi allé vous présenter l'université, le CEMU et ce qu'on faisait ici au Gaming Lab. Ouais, totalement. Ouais. Merci beaucoup. Benoît, donc tu étais avec Sacha Bernat, notre illustratrice, avec Lucie Tamboise, et donc vous étiez là, entre autres, pour faire de la veille aussi, pour vous nourrir d'idées graphiques, d'idées d'illustration. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné qu'on a eu un coup de cœur un peu général pour une maison d'édition qu'on connaissait déjà un petit peu, une maison d'édition japonaise qui a été créée en 2010, qui s'appelle Oink Games, et qui font des petites boîtes comme ça, très reconnaissables. Et c'est un petit peu ce qui fait ressortir cette maison d'édition de jeux, c'est que c'est reconnaissable en fait parmi mille, quoi. On voit une petite boîte comme ça et tout de suite, de par le format, de par l'illustration qui est toujours un peu flat design, mais qui est toujours un peu inédite, et les jeux avec des thématiques qu'on n'est pas habitué à voir non plus. Là, on a par exemple un jeu où on a, ça va nous faire travailler les mains en fait. On va avoir 5 formes dans notre main et puis il va falloir lâcher certaines formes de notre main sans regarder ce qu'il y a dedans. Et si on gagne, on rajoute une clochette dans notre main et il faut avoir 5 clochettes pour gagner. Enfin bon, voilà, c'est des jeux super dur. Pour l'avoir testé, c'est très très dur. Et ça fait des jeux qui sont... Il faut avoir des grandes mains pour y arriver, c'est peut-être pour ça que tu as du mal. Bon, c'est des petits objets. Hein. On va pas mettre des gros objets dans notre... Mais voilà, ça c'était vraiment notre coup de cœur, effectivement. Une confirmation, on va dire, un petit peu de ce coup de cœur. Sur la ligne graphique un petit peu de cette maison d'édition-là. Sinon, j'ai noté, tac. Je vais parler pour Sacha. Le coup de cœur de Sacha, ça a été le jeu E-Mission, qui a eu d'ailleurs un prix, le Kennerspiel des Jahres, donc le jeu des connaisseurs de l'année. C'est ça. Et c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs se glissent dans le rôle de grandes nations et tentent de réaliser ensemble le grand objectif, réduire les émissions mondiales à zéro afin de stopper le réchauffement de la planète dans l'émission de gaz. Il manque un mot. Et donc c'est un jeu collaboratif.
Chacune des cartes de ce jeu a également un QR code qui emmène sur un site internet où il y a plus d'informations sur les actions qui sont menées, sur les technologies qui sont proposées sur la carte, tout ça. Donc c'est un jeu très, très puissant et un peu méta, dans lequel on va vraiment discuter, en fait, vu que c'est collaboratif, de chaque action qu'on va faire. Chaque action sur, est-ce que ça, c'est cohérent pour réduire les émissions de gaz? On va discuter, on va aller peser chaque action. Donc c'est un gros coup de cœur. Et en discutant avec Lucie, il y a quand même 2 jeux qui sont sortis aussi. C'est Dadada, qui est un petit jeu très simple où on va essayer de presque créer une nouvelle langue, en tous les cas de catégoriser des images selon certaines syllabes. Et après, on va essayer de trouver, en donnant une syllabe, quelle image correspond. Enfin bon. Oui, on invente une langue à 2. Ça a l'air bien. J'ai hâte d'y jouer. Non, il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Et j'aime beaucoup leur slogan qui est It's nonsense until it makes sense. Ok. Ah. Et c'est pas mal. Et puis. Moi, c'est le contraire, souvent. Et on a noté aussi Age of Comics, mais peut-être que tu vas en parler Peut-être. un petit peu. Ouais, Un petit peu plus loin. Et juste une dernière chose, on est tombé sur un jeu, un peu un ovni, en tous les cas graphique, qui s'appelle The Strange Forgeries of Mr. S.C. Reber. Donc déjà, rien que le titre. Voilà. Mais visuellement, on est sur un univers très psychédélique. Et voilà. Et... On a eu la chance d'avoir le print to play. On remercie les personnes qui tenaient le stand pour ça. Donc on va découvrir peut-être cet après-midi. Ouais, tout à fait. Et c'est un jeu à tester, à suivre un petit peu. Merci beaucoup, Benoît. Jérôme, tu étais donc avec Nicolas. Ouais, tu voulais peut-être aussi, parce que tu étais dans une équipe de choc. Je peux enchaîner. Vous pas avez de problème. looté tout le salon. J'étais donc avec Damien, qui est, pour rappel, notre ingénieur ludopédagogique. Oui, on a vu plein de belles choses aussi. Une des choses que le salon nous a apporté, tu l'as déjà un petit peu évoqué dans ta chronique, c'était le fait de pouvoir aussi se nourrir des pratiques des autres animateurs et facilitateurs de table. Donc en fait, on est beaucoup passé de table en table, moins pour jouer que pour qu'on nous explique les règles, les mécaniques de jeu. Et ça permet aussi de voir comment d'autres font ce travail-là et comment en quelques minutes on peut très bien expliquer un jeu. On s'est intéressé aussi un petit peu à remarquer les grandes tendances et en termes de mécanique ou de matériel et en termes de thème de cette année. Il y a une chose qui nous a marqué, c'est les plateaux qui étaient sous forme de notebook, de livres, notamment, alors il y en avait un certain nombre, mais notamment pour Torgal, et puis donc Torgal qui est un jeu de Johanna Kijenka, Jeanne Moine-Rissi, j'espère ne pas écorcher les noms, et Rafal Sima chez Portal Game, et puis aussi un jeu de Corée Konieska, The Mandalorian Adventures, où pareil, à chaque fois, on a le notebook, on tourne les pages, et le plateau est intégré aux pages et évolue au fur et à mesure. Et donc peut-être que c'est à mettre plus généralement en lien avec un amour qui se développe pour les jeux aussi narratifs. On a eu un coup de cœur pour un jeu qui s'appelle Dark Blood, dont la boîte est en forme de grimoire. Donc voilà, il y a aussi peut-être l'univers littéraire qui émerge. Et puis d'autres thèmes, alors des thèmes qui reviennent régulièrement, l'espace qui était déjà assez en vogue, mais aussi la biologie, l'écologie, qu'on a pas mal remarqué. Damien avait noté notamment molécules, algae, notamment je regarde un petit peu tes notes, Damien, mais qui parle de choses vraiment d'actualité sur tout ce qui est écobiologie industrielle. Je reviens pas dessus, mais j'avais noté comme toi, Benoît, tout ce qui est tendance, les jeux de linguistique qui sont super intéressants. Et d'ailleurs, dans le chat, on nous dit on nous demande si Dadada est un jeu qui pourrait permettre de travailler sur la construction du langage. Et 100%, c'est vraiment pensé pour ça. Vous choisissez 5 syllabes et vous composez avec votre coéquipier un langage en vous mettant d'accord sur tel son aigu va plutôt aller avec des mots qui ont une connotation positive, par exemple. Et vous vous évaluez un petit peu là-dessus, mais évidemment de façon plaisante. Donc oui, 100%. Et puis, moi, j'ai envie de parler d'un petit coup de cœur. Alors, on le sait maintenant, moi, j'aime les jeux narratifs et j'aime aussi quand des jeux narratifs sont sous forme de jeux de plateau. Donc, j'en ai trouvé 2, et notamment The Quiet Year, qui est un jeu de création de cartes,
Donc vraiment, il y a pas cartographique. un jeu de cartographie. Il n'y a pas besoin d'être géographe, ils le disent bien, l'auteur de le dit bien. Donc c'est un jeu de Avery Alder. On peut très bien faire ça sous forme de symbole. Et donc ça se passe après l'effondrement d'une civilisation. On est là pour reconstruire une communauté de façon coopérative. Et donc on choisit notre univers. Ça peut se passer en bord de mer, par exemple, comme dans le désert. Et on va comme ça construire notre communauté en inventant une histoire. Et le jeu va de temps en temps nous poser des problèmes, donner des tensions au sein du groupe. Il y a un nouvel arrivant, il y a une bagarre dans le village, sous forme de cartes. Et on va résoudre ces problèmes-là en notant le résultat sous forme de symbole sur la carte. Et il y a des tensions entre les joueurs qu'on note sous forme de petites têtes de mort. Enfin. Et donc, super. Pédagogiquement, c'est en termes de cartographie, d'invention, de coopération. Et puis même en termes de concertation publique, complètement. De médiation de conflits. Complètement. Et il y a un deuxième aspect qui est intéressant, c'est que l'auteur s'est rendu compte qu'il n'abordait pas les questions de territoire indigène, d'occupation de territoire. Et donc, il a refait un jeu avec Mark Diaz-Truman qui s'appelle The Deep Forest. Et c'est le même principe, mais c'est un univers fantasy post-colonial où en fait on est des monstres qui recréons notre communauté après une occupation humaine. D'accord. Donc très gros coup de cœur et je serais contente qu'on le travaille ici au CNU et qu'on voit comment on peut s'en emparer. Oui, ça c'est jeu de cartographie mentale en fait un peu. Complètement. C'est super. Carte mentale. Et toi donc Jérôme, avec Nicolas, notre game designer, vous avez trouvé aussi pas mal de pour la pépites. partie jeu, on en a. Alors en fait, on a quasiment pas joué. Enfin, on n'y va pas spécialement pour jouer. On a joué à un jeu, et encore, c'était pas un jeu qui nous intéressait tant que ça. C'était juste parce que ça faisait 5 heures qu'on était debout et on avait envie de s'asseoir, donc on s'est assis à un jeu dont je vais pas parler. Et donc, non, dans les choses qui nous ont intéressés, il y en a plusieurs. Le premier jeu en fait, qu'on a vu à l'entrée du salon, c'est un jeu historique qui est développé par un historien qui s'appelle Jason Saint-Just, qui est britannique, et ce qui est assez amusant, qui s'appelle Saint-Just. Et il a fait un jeu sur la Révolution, parce qu'il a écrit des ouvrages sur la question, et pour pouvoir faciliter la compréhension auprès de ses publics, il s'est dit cette période de 1791 à 1795, elle est à la fois passionnante et tout s'est finalement joué sur pas grand-chose. En fait, on arrive à... des fois, ça se joue à l'arrivée d'un carrosse plus rapidement qu'un autre, qui fait que c'est Robespierre qui se fait couper la tête et pas un autre. Donc en fait, on a une phase historique qu'il a reproduite à travers un jeu qui me semble assez dynamique, assez ouvert et qui nous amène pas forcément c'est pas un jeu de simulation qui nous amène systématiquement à faire en sorte qu'il y ait la succession des Girondins, des Montagnards et là en fait on peut avoir y compris une restauration de la royauté dès 1793. Enfin donc voilà, on a un jeu de trahison qui me semble assez dynamique, qui est très documenté naturellement, et donc voilà, ça a été notre premier jeu qui nous a peut mettre un peu en avant. Age of Comics, c'est un jeu donc sur les comics. Donc on est dans la ville de New York et on joue chacun des éditeurs de comics, et là on va créer nos comics. On va choisir un thème. Est-ce que c'est fantastique, super-héros, horreur, romantique, que sais-je, espionnage. Et puis voilà, on a notre thème, on va choisir un illustrateur, on va choisir plein de choses, la qualité du papier, la façon dont on fait de la commercialisation. Et donc là, le jeu était, une fois de plus, très intéressant, je pense, pour rentrer dans cette dynamique à la fois compétitive et aussi il y a une mécanique qui intègre le fait qu'on peut copier ce que fait un autre pour avoir des entrées de trésorerie, mais qui ne nous donnent pas des points de victoire au final, mais qui peuvent... J'aime bien cette petite morale où en fait, copier, c'est bien, mais... à terme, c'est pas payant. Et donc là, l'auteur qui s'appelle, c'est intéressant aussi parce qu'on rencontre les auteurs des jeux, là, Giacomo Cimini, et donc il est avec sa conjointe Sonia Gonçalves. Je vais pas essayer de faire une prononciation pour éviter d'avoir des commentaires
a posteriori. Et donc, c'est intéressant parce que c'est des jeux qui sont développés, par des passionnés. Ils ont aussi monté c'est pas des enfin des monstres ultimes de l'industrie du jeu de plateau. Il y en a. Mais coexistent aussi dans ce type de salon aussi des toutes petites boîtes d'édition qui commencent, qui sont généralement autour d'un ou deux produits, d'un ou deux jeux. Et c'est aussi intéressant de pouvoir avoir cette proximité-là. Et donc son épouse a également fait un jeu qui s'appelle Timeless Journey, qui sortira, je pense, en 2025, autour du grand tour que faisaient donc les Marie Shelley, les Balzac et autres en Italie. Donc les origines du tourisme, dans ces enfants bourgeois qui allaient voir les ruines et correspondance. Et là, pareil, les mécaniques sont assez riches d'un point de vue. Donc ça, c'est dans un jeu qui nous donne vraiment envie, Endeavor. Donc Endeavor, il y avait déjà un jeu qui avait été fait donc par Karl de Visser. Et ici, c'est Endeavor Deep Sea. Et donc, on va être dans les fonds marins. Et ce qui nous a plu, c'est que on peut jouer de façon différente. On peut aller faire de l'exploitation industrielle, des ressources, on peut aller faire de la préservation, on peut aller faire rechercher des éléments d'histoire. Et donc, en fait, on va exploiter les fonds marins et on a des orientations qui sont thématiquement et économiquement et philosophiquement très, très différentes. Donc, ça nous plaît bien. Notre gros coup de cœur, je dirais qu'il est autour de Ceres, un jeu suédois de Gustav Sundström. Ce jeu Ceres, donc Ceres qui est une planète naine, qui n'est pas un satellite, donc entre Saturne et Mars. Et donc ici, il y a aussi autour de Ceres, il y a des astéroïdes qui bougent. Et donc là, on va faire de l'exploitation de ces astéroïdes autour de Ceres. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a c'est du placement d'ouvriers, mais on a beaucoup d'actions qui sont disponibles. J'aime bien aussi l'idée des placements d'ouvriers qui sont dans un pot commun, et on a des ordres qui sont individuels. Donc on a des façons d'agir qui sont assez différentes. Il y a plein de choses à faire. Et par rapport à un jeu où il y a un monde qui tourne, on a bien aimé l'idée que ça tourne de façon prévisible. Parce que souvent, il y a des trucs qui sont complètement aléatoires, on ne peut pas gérer, et c'est frustrant parce que je pense qu'on doit pouvoir connaître les trajectoires. Donc là, c'est ce qui nous a plu. Et puis voilà, je cite deux autres trucs parce que je ne peux pas empêcher de ne pas respecter les consignes. Pax Hispanica de Philippe Eklund, qui nous a bien plu. Donc Philippe Eklund, avec ses longues moustaches, qui est donc l'auteur d'un jeu auquel on doit redonner une chance. High Frontier for All. Ce jeu d'exploration spatiale où on n'a jamais réussi à tellement décoller. Mais ici, là, c'est un jeu Pax Hispanica qui est une utopie autour des Antilles. C'est un thème qu'on ne voit pas souvent. Et puis, j'aime bien la thématique de se dire vers quoi pourrait aller ce monde au XVIIe siècle. Ça change parce que c'est vrai que les jeux qui sont dessus. Et puis, un objet ludique non identifié, The Other Side of the Hill. On joue des généraux nazis et on essaye d'avoir le plus d'influence possible pendant cette période. On joue du côté du point Goldwyn. Et donc, c'est un jeu sérieux, hein, c'est pas un jeu d'ambiance, mais c'est un jeu à thème très fort et les mécaniques ont l'air intéressantes. Et puis voilà. Et je pense qu'au pic de ça, il y a cette question de l'influence qu'on peut avoir pour la gestion de la défense du Reich. Et puis, j'imagine qu'il y a le coup d'État raté des généraux allemands en 1944 qui doit être aussi au cœur de tout cela. Et un dernier très gros jeu. Il est tellement gros que le jeu s'appelle Mega Empires. Et the biggest board game in the world. Voilà, il faut faire qu'une voix comme ça. Et donc, c'est un énorme jeu. On peut jouer. Il y a la version The West, The East, et il y a même en préparation, il nous a montré les photos de ces deux frères qui font ça. C'est Flo Dehaene et Gerhard Dehaene. Je crois qu'on a vu Gerhard. Et il y a même en préparation le Far East. Okay. Et donc, chaque jeu est intéressant parce que on peut jouer à 9 joueurs. Quand on a mes deux côte à côte, on peut être à 18 et on pourrait être potentiellement à 27. Ah oui. Et donc 27 joueurs. Et ce qui est sympa, c'est qu'on joue en même temps et on met. Ça reproduit un peu, c'est un jeu de civilisation qui est un peu un clin d'œil au jeu civilisation d'origine. Mais là, je joue qu'avec mes voisins. Et c'est pas illogique. Si moi je suis en Italie, dans la péninsule italique à l'époque, il y a 3000 ans, je m'en fiche de savoir. Enfin, je sais même pas que ça existe.
Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. C'est combien de temps de jeu? 12 heures. Petit 12 heures, c'est ça? Un petit 12 Ok, heures. un petit De l'intérêt 12 de heures, bien choisir Mais ses voix. 12 ça. heures, après, mais si c'est un jeu, on peut faire jouer 27 personnes pendant 12 heures. Moi, On signe. Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Faut trouver les 26 autres, mais moi, je suis à table. Et Ouais. contrairement au jeu d'origine, ici, tout le monde tout le monde reste. Il n'y a pas de système d'élimination comme dans le jeu traditionnel Civilization. Ok. Ah ouais. C'est bien. C'est super bavard. C'était une très bonne synthèse. J'ai une dernière question qui n'est pas forcément évidente, mais est-ce que dès maintenant, il y a déjà des choses qui vous inspirent et que vous savez comment mettre en application concrètement pour de futurs projets ou des projets en cours? Je Ouais, pas vous coller, mais... ouais, Bon, après, Arthur, toi, t'as ta thèse, alors peut-être que ça nourrit directement tes recherches, c'est encore différent. mais- ouais, alors oui, c'est différent. Puis, alors, j'en ai pas parlé, moi je m'étais aussi intéressé aux adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau aussi. C'était un Ah oui. gros truc que Il y en je avait voulais beaucoup, voir, ouais. il y en avait énormément. Et j'avais raté. Bah, il y en avait certains. Alors, c'est vrai qu'effectivement, généralement, c'est pas les meilleures. Les adaptations, c'est vrai. Parce que j'ai Mais- fait ça à l'écran. Voilà, Je sais pas si c'est pour vu. ça. Mais il y en a un qui m'a, en tout cas, je trouvais intéressant. Je ne sais pas si ça existait déjà, en tout cas comme mécanique, mais par exemple, j'ai pu voir Terraria, qui est en Kickstarter. Là, pour l'instant, ils ont eu 1 million, c'est énorme comme budget. Et ils ont vraiment suivi en fait les dégâts qu'on peut faire à un ennemi et en fait visualiser sur la pièce. C'est-à-dire que quand on fait un dégât, on enlève un morceau de la pièce de l'ennemi et ça va véritablement dans la thématique aussi du jeu qui fonctionne aussi avec ce système-là. Et je trouvais que cette visualisation était vraiment intéressante parce que j'ai pas vu d'autres jeux faire ça, de jeux de rôle ou je sais pas si voilà il y a vraiment cette En interactivité enlevant, là. non. Dis-toi, Et, ouais. et je trouvais ça plutôt sympa. Mais après, oui, effectivement, au niveau de mes recherches, moi, c'était un peu la mine d'or parce qu'après, bon, tout le monde était là, enfin, même les personnes qui étaient au Spiel, c'était pour la plupart des métalleux avec des t-shirts de métal et des cheveux longs. Il y avait une c'est- culture c'est- il y commune. avait quand même C'est une complètement culture faux. commune. Ils avaient tous un corps d'athlète et c'était. Alors, juste, je profite de la blague pour dire que c'est pas si vrai que ça et que en termes de diversité de Ah oui, genre, non, pas ouais. forcément je suis d'accord, de genre en ouais. tout cas, par exemple. Oui, non, il y avait quand même une Il y avait petite aussi, majorité, hein, c'est pas la tout le monde. country, Hein. il y avait. Non, non, Oui, mais c'était une petite majorité, oui, c'est ça. Ouais. Benoît, Jérôme, est-ce que vous voulez compléter? Ouais, alors moi aussi peut-être sur. Enfin, je pense qu'on n'épuisera pas en Oui. 30 minutes tout ce qu'on a à dire Mm. sur l'expérience. Il y a une tendance quand même donc, effectivement beaucoup de pénétration dans les univers, les séries télé, les jeux vidéo. Alors les portages de licences, voilà, on se méfie toujours un peu. Mm. Halo par exemple, ça Ouais. avait pas l'air d'être un jeu fabuleux. Ouais. Et donc voilà, il y a ces pénétrations qui font qu'il y a quand même il y a moins cet effet de silo culturel qu'on avait, je dirais, il y a 30 ans, où il y avait l'univers des jeux vidéo, l'univers des jeux de rôle, l'univers des jeux de plateau. Maintenant, en fait, il y a des licences assez puissantes, des séries, voilà, et voilà, tout ça s'entremêle dans une transmédialité assez intéressante parfois. Néanmoins, ouais, dans les tendances, il y a une professionnalisation aussi assez remarquée, assez remarquable au niveau voilà, du marketing ici. Et les jeux sont très vite qualitatifs. Il y a moins voilà, et donc ça a une double conséquence, celle de nous amener à avoir des jeux qui sont en moyenne assez chers. Voilà. Pareil, il y a 20 ans, la moyenne des jeux devait être autour de 35-40 euros. Je pense qu'on peut rajouter facilement 15 euros à ça. Même plus. Même plus. Donc, avec beaucoup de jeux voilà, où on va chercher à enrichir le matériel, des cartons plus qualitatifs. Et ça interroge derrière aussi sur une problématique écologique de production, voilà, avec des pièces qui sont faites aux quatre coins de la planète. Et ça aussi, ça nous interroge. Et c'est aussi des choses, mais ça, je pense que ça sera une vraie problématique à venir. C'est aussi des choses on était discuté, parce qu'il y a aussi des fabricants de jeux. Enfin, je vais te laisser dire ça, mais voilà, et il y a aussi des éco-fabricants de jeux. Et donc ça, c'est aussi des questions. Et parfois, effectivement, même moi, si je saute pas de joie quand je vois un jeu de cette taille-là,
Peut-être que derrière, là, les petits jeux comme ça, mais peut-être que derrière aussi, il y a cette idée d'économie, au sens écologique du terme, qui est peut-être à promouvoir, même si il y a les grosses cartes, les gros cartons. C'est lourd, c'est bon. Les figurines en plastique. Mais oui. Effectivement, alors avant de conclure en rebondissant sur ce que tu viens de dire sur la production notamment, Benoît, est-ce que tu avais un mot final Moi, je peux lire un petit peu ce que Sacha a mis dans le live. C'est animé dans le live aujourd'hui, dans le chat. On est ravis. Sacha dit qu'on est allé pas mal vers des jeux en volume dans notre équipe. Il y a une tendance au tout numérique, que cela soit dans notre manière de travailler, dans les supports, dans les esthétiques qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Et donc, ça fait donc plaisir de pouvoir manipuler, toucher, construire, aussi détruire, on la reconnaît bien, Sacha, des éléments tangibles quand il s'agit de jeux. Peut-être qu'on va pouvoir se pencher là-dessus sur des prochaines productions. Donc, à voir. J'ai Masterdesk qui demande également si Dadada ou Strange Forgeries pourraient être utilisés en sciences du langage. Je pense que carrément. Ouais, 100%. On a vu un Blabel aussi. Moi, j'ai vu un petit jeu en sciences du langage, français langue étrangère. Et il y a un jeu japonais aussi qui s'appelle Giberer's Invention of Language and Civilization, qui, pareil, reprend ce genre de mécanique où on crée un langage, on découvre. C'était pareil, une thématique assez forte et qui a été pas mal explorée dans différents jeux. Commercialement, c'est pas idiot. C'est international de dire. Et on a le Crabe Tambour qui nous dit que le jeu de société est devenu une véritable catastrophe écologique. Et c'est une vraie question qu'il faudrait qu'on aborde aussi prochainement. Mais pas que. Il n'y a pas que. Non, mais c'est une catastrophe écologique, mais hier, il y avait la mise en lumière d'un rapport aussi sur l'impact du streaming sur les. C'est ça. Voilà, c'est. On est, le jeu comme toujours, et c'est pas valable pour le jeu vidéo, on est sur des reflets culturels de notre société. Donc, nous sommes une catastrophe écologique. Voilà. Mais c'est ça. Oui. Et bonne journée. Au revoir. Et un petit peu plus tôt dans le chat, Sacha rappelait que cette Emission, par exemple, était un des rares jeux qui abordait la question de l'IA aussi, de l'importance de solliciter la sensibilité humaine pour la production graphique. Mais il y a un peu de ça aussi, c'est on voit de plus en plus de jeux générés, en tous les cas les visuels, par intelligence artificielle, et ça pose également cette mais en même temps, question. j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de jeux qui avaient une thématique sur l'IA. Il y avait un gros... il y avait un jeu qui était sur l'IA, où on entraîne. Si, je vais retrouver. Allez-y. On va le retrouver et vous leur donner. On déborde. Mais peut-être, du coup, pour faire le lien entre la réflexion qui a été faite, qui est complètement juste dans le chat, et puis ce que tu disais, Jérôme, donc oui, la question de la production, notamment des jeux, est préoccupante et nous préoccupe, puisque nous, on fait aussi, à notre échelle universitaire, des jeux, et on développe des prototypes, et parfois, on envisage d'éditer un certain nombre de jeux. Et donc, on a commencé à prospecter auprès d'entreprises pour voir un petit peu ce qui pouvait être intéressant, et notamment en se posant la question de la production. Donc, c'est pour l'instant une réflexion en cours. Dans tous les cas, on était content d'avoir eu cette boîte qui est une boîte de démonstration dont on ne dira pas plus pour le moment, mais qu'on espère voir ouvrir en live. Donc, on fera un épisode de Open the Box ou un format court. Peut-être le sujet de la semaine prochaine sera consacré à la question du matos. Donc, le matériel en jeu. 100%. Suivez le live de la semaine prochaine pour un spécial matériel et donc l'ouverture de la fameuse boîte. On pensait, c'est Damien qui l'a trouvé, qui a trouvé le trésor de Spiel. On est assez content de notre boîte. Le goodie, nous on ramène des goodies. C'est une carte de visite avec un QR code. Lui il arrive avec une boîte de 15 kilos. Bon, effectivement, il a un peu hacké le concept du goodies. Victoire de Coney and Blind, puisque c'était notre nom d'équipe. Et AI 100% humain. Un jeu qui n'avait pas l'air inintéressant, où on entraîne des IA à réagir à des choses. Donc, mais il semblait avoir un gros succès, mais... Donc à tester. Mais voilà. Donc on mettra la liste des jeux qu'on a tous cités dans le replay sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen. Et puis voilà, ça pourra nourrir aussi de futurs épisodes parce qu'on s'est vraiment enrichi, on a beaucoup de choses encore à raconter.
Merci à vous trois de nous avoir fait ce retour. Merci à Lucie, Sacha, Nicolas, Damien qui étaient juste en coulisses et qui nous ont aussi apporté leurs découvertes. Ainsi que Merci. les foules qui sont devant la porte, on dirait Trump aussi quand je dis ça. Les foules qui sont devant la porte, puisque on a de la chance que notre équipe du CMU nous suive chaque mardi, donc on les salue. Merci à tous et rendez-vous mardi prochain à 13h30 pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Bonne semaine.